Bien, je propose qu'on commence notre séance de ce soir. Merci à vous de votre présence. Nous nous retrouvons, et vous savez qu'on a convenu pratiquement de faire une séance tous les 15 jours sur la saisine qui nous a été adressée. Nous nous retrouvons donc à nouveau ce soir pour évoquer cette saisine qui porte sur la méthodologie du futur débat public sur les franchissements de la Loire. Nous avons souhaité évoquer les enseignements à tirer des grands débats publics en France, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu recueillir le point de vue de la Commission nationale du débat public, institution chargée depuis 1997 de veiller au respect de la participation du public à l'élaboration des grands projets. Merci donc à Madame Monnoyer-Smith et à Monsieur Archambault, vice-président de la CNDP, d'avoir accepté notre invitation à venir échanger avec nous sur les bonnes conditions et les bons outils du débat public. Ils vont nous présenter les missions de la CNDP, son évolution depuis sa création en 1997 et l'état de la réflexion sur la culture et les méthodologies du débat public. Nous sommes bien placés ici pour savoir que l'acceptation d'un projet ne va pas de soi et que les procédures d'association du public, si démocratiques fussent-elles, connaissent aussi leurs limites. L'évolution législative continue puisque les débats sur l'article 3 de la décentralisation actuelle intègrent aussi cette question du débat public. Le texte sur le Grand Paris évoque par exemple une commission métropolitaine du débat public et d'autres territoires réfléchissent aussi à des dispositifs de cette nature. Pour ce qui nous concerne, nous avons à faire des propositions aux élus sur la manière dont pourrait s'organiser un futur débat sur les franchissements de Loire. Ce débat ne porte pas, je le rappelle encore une fois, sur le choix d'une infrastructure particulière, mais sur une combinaison de plusieurs infrastructures. Il s'agit d'inventer de nouvelles manières de traverser la Loire au cœur de Nantes. Une autre originalité de ce futur débat résidera dans le fait que les projets mis à l'étude émanent pour une part directement de la puissance publique et pour une autre part d'initiatives citoyennes que vous connaissez bien ici. C'est la raison pour laquelle nous avons en quelque sorte soumis notre cas à Jacques Archambault et Laurence Monnoyer pour en débattre avec eux. Quels sont les enseignements à tirer des grands publics déjà conduits en France? Quelles sont les nouvelles attentes des citoyens? Quels sont les bons et donc les mauvais outils du débat public? Comment toucher la plus grande diversité de publics? Comment fait-on ailleurs qu'en France? Autant de sujets sur lesquels il y aura matière à échanger. Merci donc à vous de votre participation, de votre présence, et à nouveau merci à nos deux intervenants pour le rapport dans nos réflexions. Et je vais vous passer tout de suite la parole. Je ne sais pas si c'est Madame Monnoyer qui... Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du C2D. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est avec un grand plaisir qu'on vient vous parler de la Commission nationale du débat public, de ses méthodologies, de son fonctionnement, de ses missions et de ses objectifs pour les années à venir. Jacques Archambault et moi-même sommes entrés en fonction au mois de mars-avril, chacun en tant que vice-président, et le nouveau président Christian Lérite est rentré en fonction aussi à cette occasion-là. Donc c'est une nouvelle équipe qui est aujourd'hui à la tête de la CNDP avec un certain nombre d'ambitions très fortes pour essayer de faire évoluer le débat public en France. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui à deux voix, une présentation un petit peu sur la façon dont s'est constitué le débat public en France, sur ses raisons d'être, sur les missions de la CNDP, sur ses objectifs. On va essayer de parler, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, bien entendu, ensuite, vous allez avoir beaucoup de questions sur le cas qui vous occupe, auxquelles on sera ravis de répondre. Donc, pourquoi aujourd'hui... Pourquoi le débat public est devenu une exigence croissante au fur et à mesure, en tout cas de ces 15-20 dernières années?
On a l'habitude de dire, ça c'est un petit peu mon passé d'universitaire, que le débat public, et en particulier à travers son institution, la CNDP, est une concession de la puissance publique à la société civile. C'est tout à fait vrai, c'est une concession, c'est aussi une institution qui en permanence est en train d'évoluer, de chercher de nouvelles, à la fois de réfléchir à de nouvelles méthodologies, mais aussi qui est aussi chargée de répandre une culture du débat public. Pourquoi ? Parce que vous l'aurez constaté vous-même, la crise de confiance croissante entre la société civile, les associations qui font partie de cette société civile sont en état de crise de confiance vis-à-vis des autorités. D'ailleurs, les autorités quelles qu'elles soient, hein, ça va de l'autorité de l'instituteur, du médecin, jusqu'à celle plus largement de l'État. Cette crise de confiance se manifeste de façon diverse, mais en particulier, elle touche tout le processus décisionnel. Décisionnel, qu'il s'agisse de politique publique ou qu'il s'agisse de grands projets. C'est-à-dire que les citoyens, les associations remettent un petit peu systématiquement en cause à la fois les grands projets et le processus selon lequel ces grands projets et les politiques publiques sont décidés, font l'objet d'élaboration, les experts qui sont mobilisés dans le cadre de ces grands projets. Et systématiquement, dans les débats publics, on remet en cause la légitimité des personnes qui sont derrière, en tout cas qui jalonnent ces processus d'établissement de politique publique ou de décision des grands projets. Donc cette crise de confiance, elle exige, c'est une demande extrêmement profonde, très forte dans la société, une plus grande participation des citoyens à l'élaboration de ces grands projets. Et elle exige aussi une forme de garantie de cette participation qui est demandée à l'élaboration de ces grands projets. Pas uniquement la cerise sur le gâteau, pas uniquement une esthétisation de la participation, pas uniquement une reconnaissance formelle, mais une réelle forme de participation, une réelle implication dans les différents projets. Donc c'est une raison, en tout cas une raison fondamentale de l'approfondissement progressif du débat public en France. On a pour habitude de dire que la participation est une lame de fond, hein. Certains grands penseurs, intellectuels et sociologues disent même que ça devient une forme d'impératif. On parle d'impératif participatif. Parce que sans ça, la légitimité du processus et la légitimité de la décision in fine est très largement contestée et nuit à sa durabilité et à sa robustesse. Il y a également une radicalisation de la contestation au sein des controverses scientifiques et techniques, qu'il s'agisse des OGM, des nanotechnologies ou d'autres sujets de société, la biologie de synthèse, les antennes relais, etc. Cette radicalisation de la critique fait que certains opposants vont même jusqu'à s'opposer à l'entrée au débat, hein, s'opposer à la participation au débat, et on voit ça en particulier dans un certain nombre de débats qui sont difficiles pour la Commission nationale, notamment sur l'enfouissement des déchets nucléaires, où nous avons comme ça un certain nombre d'associations qui, par ailleurs, tout en revendiquant une démarche participative, critiquent la forme de la démarche participative telle qu'elle est incarnée même par la CNDP. Donc cette radicalisation de la critique sociale, fait qu'il faut véritablement faire preuve d'innovation méthodologique et il faut renforcer la légitimité de la garantie des formes du débat pour que ceci se passe dans de bonnes conditions. Pourquoi également cette nécessité de légitimité ? Parce que nous avons affaire aujourd'hui à des projets et à des dossiers qui sont de plus en plus complexes dans des domaines dans lesquels les politiques publiques ne sont pas stabilisées. C'est-à-dire, on a besoin de mettre en place des processus multicritères qui entrent dans ce que l'on appelle vraiment la complexification, mais la complexité du processus décisionnel, où on ne peut pas confier à une instance experte la mise en place de projets, ou en tout cas les versions 0 de ces projets, où il faut prendre en considération des critères socio-économiques, environnementaux, etc., de plus en plus larges, qui nécessitent une participation élargie de la société à ces processus.
La prise de ces décisions se fait sur le très long terme. Ces projets convoquent les générations futures. Alors c'est vrai pour les projets, évidemment, l'enfouissement des déchets nucléaires est un cas, on pourrait presque dire, paradigmatique, hein, où on convoque non plus les générations futures, mais les civilisations futures. Et pour ceci, il faut mettre en place, là encore, des méthodologies un petit peu innovantes, où c'est vrai que les participants ou les citoyens qui voient des décideurs qui sont dans des postures de mandat à court terme ou de prise de vue ou de considération peut-être relativement à court terme due à la nature des mandats dans lesquels ils se trouvent, sont pas forcément très adaptés à la nature d'une forme de démocratie participative qui nécessite de prendre en considération la terre de demain, l'esprit de demain, la génération qui n'est même pas encore née. Et pour ceci, il faut sans doute mettre en place de nouvelles formes de garantie du débat. Et enfin, pourquoi encore? Parce qu'il y a une circulation de l'information, une mondialisation de l'information qui fait que, eh bien, chacun d'entre nous avons accès à ce qu'il se passe ailleurs, sur d'autres territoires, dans d'autres aires géographiques, sous d'autres cultures, qui peuvent paraître intéressantes. C'est-à-dire qu'on compare la façon dont on prend des décisions en Europe, mais encore au-delà, voire au plan international, avec des méthodologies extrêmement différentes et qui font qu'il y a une attente de la part des citoyens pour au moins un tour d'horizon de ce qui se fait ailleurs pour voir si on ne peut pas améliorer nos processus décisionnels. Donc les citoyens ont aujourd'hui des exigences nouvelles, ils veulent être entendus dans la diversité de leur expression, pas uniquement selon des modalités qui peuvent faire un petit peu penser à la démocratie de grand-papa, hein, c'est-à-dire celle de la démocratie tribunicielle, celle qui maîtrise le verbe, celle qui s'organise autour de réseaux locaux, autour de connaissances qui peuvent sembler relativement élitistes parfois, c'est-à-dire une démocratie d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément de porte-parole, une démocratie qui n'est pas forcément techniciste, qui n'est pas forcément élitiste, qui ne sort pas forcément des grandes écoles, ou une certaine forme d'expression, peut-être émotive, peut-être plus narrative, hein, qui ne peut pas être reléguée sous la terminologie relativement désagréable du NIMBY. Hein, vous savez, pas à côté de chez moi, not in my backyard, c'est-à-dire pas chez moi, l'aéroport chez le voisin, mais pas ici. Or, cette expression d'émotion, elle repose sur un certain nombre d'arguments qui peuvent être de l'ordre de l'esthétique, de l'ordre de la mémoire, de l'ordre du localisme, mais qui doit être entendu et pas disqualifié sous un prétexte de manque de généralité rationalisante que l'on peut constater dans un certain nombre de grandes réunions publiques. Ils ont un certain nombre de craintes qui doivent être entendues. Ils veulent être entendus dans la qualité de leur expertise que l'on appelle l'expertise profane, hein, c'est-à-dire que voilà, lorsque l'on a travaillé pendant 20 ans ou que l'on a côtoyé pendant 20 ans une forme qu'on a exercé une profession particulière, on a développé une certaine forme d'expertise particulière, et même si celle-ci ne peut pas être qualifiée d'expertise technique de premier ordre, eh bien elles veulent être entendues. Et dans bien des cas, on a pu constater que la fréquentation du territoire, la connaissance du territoire constituait un apport très important dans le cadre des débats publics. Ils veulent également peser sur le processus décisionnel. Bien souvent, on sent cette espèce de défaitisme du « c'est déjà décidé, c'est déjà fait, à quoi bon s'investir ?» mon temps bénévolement sur mon temps de travail du soir, sur le temps que je pourrais passer en famille, dans quelque chose qui est de l'ordre du déjà décidé. Ce déjà décidé est parfois un peu rapidement pensé, c'est aussi parfois, il faut le reconnaître, une excuse pour ne pas s'investir davantage, mais il est vrai que la longueur du processus sur 5, 10, 15 ans peut faire paraître ou peut laisser penser que certains projets sont déjà écrits alors même que c'est simplement l'organisation même de notre fonctionnement politique, administratif, qui fait que la procédure elle est longue, mais c'est pas pour autant que le projet il est écrit dans le marbre. On constate aujourd'hui que les processus de concertation se sont développés sur le territoire parce qu'ils sont inscrits dans la loi depuis les années 70, hein, progressivement dans les plans locaux d'urbanisme, dans les collectivités locales. Hein, l'article du Code de l'urbanisme bien connu L300-2 du Code de l'urbanisme fait que les procédures de concertation se multiplient. Elles sont organisées par les régions, elles sont organisées les départements, les villes, les intercommunalités,
l'intercommunalité, qu'il s'agisse de ce dont vous êtes saisi, franchissement de la Loire, qu'il s'agisse de la politique de l'eau, qu'il s'agisse des transports, des schémas de cohérence territoriale, etc. Enfin bref, tout le monde concerte, l'État concerte également, voire confère le débat sur la transition énergétique, le débat sur l'école. Il y a de multiples façons de concerter, évidemment, plus ou moins, de façon plus ou moins approfondie, de façon plus ou moins, on va dire, stabilisée, efficace. Et bien entendu, les entreprises qui sont des grands maîtres d'ouvrage, et que ce soit à travers les plans de prévention des risques technologiques, que ce soit justement à travers les articles dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ils sont amenés à développer aussi des pratiques de débat public ou des pratiques de concertation plus ou moins approfondies, plus ou moins sincères également, dans des démarches qui peuvent s'avérer de temps en temps instrumentalisées. Donc, les citoyens sont extrêmement sollicités sous des formes de plus en plus variées. Le grand classique, c'est la réunion publique. C'est un petit peu d'ailleurs le réflexe du débat public. C'est un réflexe que même à la Commission nationale, nous avons nos différentes CPDP. Quand on parle de débat public, un des premiers réflexes, c'est d'organiser des réunions publiques. Il faut savoir que ces réunions publiques présentent un tas d'inconvénients. Donc on a été, les professionnels du débat public et de la concertation ont maintenant, depuis 10-15 ans, développé des méthodologies qui commencent à s'ancrer, à être testées. On a des retours d'évaluation dessus. Elles ont des périmètres de pertinence plus ou moins larges selon les thématiques, selon les territoires et selon les temporalités, bien entendu. Donc il y a des réunions publiques, des conférences de consensus, ou conférences de citoyens, ateliers citoyens. Les dénominations varient, mais il s'agit cette fois-ci d'une procédure de mini-public, c'est-à-dire 20-30 personnes qui, dans un processus délibératif, travaillent sur un plus long terme à donner un avis sur un projet particulier. Des jurys citoyens qui ont des durées beaucoup plus courtes, des temporalités beaucoup plus courtes, sur une journée, par exemple. C'est ce qui a été fait dans le débat sur la transition énergétique. Des ateliers de scénario, où là, on essaye de faire de la prospective pour du très long terme. Ça a été fait à Bordeaux, par exemple, dans le cadre de la loi du débat sur l'eau. Des focus group, là encore, où on essaye de faire des ateliers de conception avec un certain nombre de parties prenantes pour envisager différents scénarios qui ensuite vont être soumis à débat public. Des sondages délibératifs, où là, on essaye d'articuler une logique sondagière avec une logique beaucoup plus qualitative, où on essaye de voir comment les populations réagissent, ou un groupe particulier réagit à la diffusion d'informations, et puis ensuite au fur et à mesure d'une discussion entre eux, quel est le pourcentage de personnes qui se prononcent en faveur d'une solution A ou B, et bien entendu des sondages, des enquêtes d'opinion. Ceci est un échantillon limité, il y existe des tas de variantes entre toutes ces formules, à peu près une trentaine, on va dire, de méthodologies plus ou moins stabilisées aujourd'hui. Le débat public national est d'une autre nature. La CNDP a constitué depuis 15 ans une expertise et une méthodologie autour du débat public, la marque des débats publics. Et la Commission nationale est l'autorité administrative indépendante, donc elle a ce statut-là, qui organise en France des débats sur des grands projets d'équipement, publics ou privés, qui ont un impact majeur sur l'environnement et sur l'aménagement du territoire, et qui présente un intérêt national. Donc nous sommes essentiellement saisis sur des projets linéaires, autoroutiers, ferroviaires, gaziers ou de lignes à très haute tension, et puis sur des projets d'infrastructures plus spécifiques, aéroportuaires, vous êtes bien placés pour le savoir, portuaires, bien entendu, terminaux méthaniers, réservoirs, canaux de gestion de l'eau, les déchets, bien entendu, sur le nucléaire, plus récemment des débats sur les éoliennes offshore, vous le savez, vous avez récemment participer à ce type de débat-là. Nous venons de finir 4 gros débats éoliens, et des stades, notamment grand stade de rugby qui est en cours actuellement. Alors rapidement, puis ensuite je céderai la parole à Jacques Archambault. La CNDP est le résultat d'une évolution qui est liée à plusieurs facteurs, des facteurs politiques liés à des contestations extrêmement fortes. Je ne reviens pas sur l'histoire du TGV Méditerranée, bien entendu, sur le tunnel du Somport, qui ont suscité des mobilisations extrêmement fortes, qui a amené l'État à essayer de réviser dans un premier temps le fonctionnement des enquêtes publiques, qui a, à partir de l'enquête publique, a essayé d'imaginer un processus participatif plus élaboré. Il y a été un peu contraint, ça s'est pas fait naturellement. Donc à travers la loi Bouchardot, mais c'est vrai que la loi Barnier de 1995 a institué donc la Commission nationale du débat public, qui a été installée en 1997 et qui
organise cette fois-ci le fonctionnement, enfin, qui conceptualise et qui pense le fonctionnement du débat public sur le territoire national. La France a signé en 1998 la Convention d'Aarhus et ensuite l'a ratifiée, ce qui veut dire que la Commission nationale du débat public s'inscrit dans le cadre plus général de la réflexion sur la gouvernance en matière d'environnement, où la participation du public est inscrite dans la Convention d'Aarhus, hein, en particulier à l'article 6 de cette convention, qui fait qu'on a un devoir d'information, mais aussi de participation du public à l'élaboration des projets qui ont un impact sur l'environnement. La Commission nationale a été transformée en autorité administrative indépendante par la loi relative à la démocratie de proximité de février 2002, ce qui a profondément changé son statut, d'abord garantissant son indépendance, fait évoluer ses méthodologies en élargissant les modes de saisine, hein, je reviendrai dessus tout à l'heure, et la loi de Grenelle 2002 a également continué à élargir les modes de saisine de la Commission nationale, son rayon d'action, son périmètre d'action, en l'étendant à la partie post-débat public, en lui permettant de confier le débat public au maître d'ouvrage sous la garantie de la CNDP et en obligeant le maître d'ouvrage à faire un retour, ce qui est extrêmement important, dans sa décision, sur la façon dont elle prend en considération le débat public dans sa décision, puisque avant ça, elle prenait une décision et puis il n'y avait pas forcément de lien extrêmement clair entre la décision et le débat public. Donc c'est une procédure extrêmement encadrée. 17 articles du Code de l'environnement, hein, donc c'est relativement encadré au titre de la partie législative, et 17 aussi au titre de sa partie réglementaire, sur son fonctionnement, sa composition, etc. Mais ce qui ne fait pas partie de cette réglementation, et c'est extrêmement important, ce sont les formes du débat, c'est-à-dire sa méthodologie. C'est-à-dire que autant la Commission nationale peut être menée en justice parce qu'elle a pris une décision d'organiser un débat public ou pas, mais on ne peut pas lui reprocher, on ne peut pas faire grief de sa méthodologie. Elle met tout en œuvre et elle est libre d'élaborer des méthodologies spécifiques en fonction de la thématique sur laquelle le débat porte et en fonction du territoire. Alors, je vais te laisser la parole sur les méthodes. Jacques. Donc le propos de la CNDP est celui qui figure sur le PowerPoint, c'est-à-dire il s'agit d'informer le public. Et évidemment, on voit qu'à partir du moment où on parle d'information, les complications commencent, parce que qui dispose de l'information, quelle est l'information qui est mise à disposition, quelle est la contradiction entre l'information et le droit, en particulier le droit commercial. Bon. Donc qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc informer le public et donner l'ensemble des éléments d'information. Ensuite, organiser le débat dans un temps déterminé, j'y reviendrai tout à l'heure. Et évidemment, favoriser la participation et l'expression des publics. Et quand on dit des publics, c'est les publics les plus larges, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas immédiatement forcément concernés par les impacts du projet. Et non seulement il s'agit d'informer, d'organiser le débat et de favoriser la participation du public, mais évidemment de rendre compte de ce débat, dire voilà comment les choses se sont passées, voilà les positions qui étaient en présence, voilà le cas échéant qui portait ces positions, voilà comment elles ont évolué, et d'en dresser un bilan. Non seulement nous devons rendre compte et faire le bilan, mais également suivre l'après-débat, c'est-à-dire vérifier que les recommandations qui ont été produites par le débat ont été mises en mouvement, et notamment par le maître d'ouvrage. Là encore, j'y reviendrai tout à l'heure. Au fond, ce dont il est question, c'est bien d'enrichir un projet à partir des éléments qui ont été indiqués tout à l'heure, c'est d'approche multi-critères, et de donner à la décision la légitimité qui lui manquerait, et qui lui manque d'ailleurs souvent quand cette méthode n'est pas mise en mouvement. Et il est évidemment question là de démocratie. Alors les valeurs de la Commission nationale du débat public qui sont évidemment très importantes, qui sont en quelque sorte, comme disait le poète, les poteaux d'angle de notre façon de voir le débat public. D'abord, transparence. Transparence, ça veut dire que la CNDP met à disposition du public l'ensemble des informations et des études qui sont disponibles sur un projet concerné. Ce qui va signifier très concrètement que quand un maître d'ouvrage vient avec un
projet, on va l'inciter à dire les études qu'il a faites, dire les études sur lesquelles il s'est appuyé, et le cas échéant, celles qui lui manquent, et insister sur celles qu'il va devoir réaliser pour porter à connaissance l'ensemble des éléments au public. Donc premier élément, transparence. Deuxième élément, l'argumentation. L'argumentation, ça veut dire qu'évidemment, même si on tient compte de la dimension émotionnelle, ce qui est évoqué tout à l'heure, des peurs, des craintes, des sentiments, des représentations, de l'imaginaire ou d'un certain type de rapport à l'histoire, il faut évidemment faire en sorte que ce qui soit échangé, ce n'est pas seulement des impressions, ce n'est pas seulement, a fortiori, des injures ou des qualificatifs, mais qu'on essaye d'argumenter au maximum au regard de la question posée, de l'utilité ou non, de l'opportunité ou non d'un projet. Car nous discutons, en tout cas autant que faire se peut, sur l'opportunité des projets. Faut-il réaliser tel ou tel projet? Faut-il ne pas le réaliser eu égard à des éléments de grande politique publique, à des éléments de politique publique globale? Troisième élément, égalité de traitement. Ça paraît évidemment un truisme, ça va encore mieux en le disant. Que vous soyez petit, grand, important, expert, non expert, votre parole est traitée de façon équivalente. Et dans le cadre des débats publics, évidemment, il y a un certain nombre de méthodes qui permettent de garantir cette égalité de traitement face à la participation au débat et évidemment aux modalités, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, de ce débat. Neutralité, c'est une particularité française, à différence par exemple de, j'allais dire, nos homologues québécois. La Commission nationale du débat public ne prend pas parti sur le fond du projet. Elle ne dit pas à la fin ce projet il est bon, il est mauvais, il était amélioré de telle ou telle façon. Non, elle donne simplement les éléments qui sont le produit du débat sans prendre position. Ce qui évidemment lui donne une certaine liberté dans la façon dont elle peut imaginer le débat. Alors comment cette commission est organisée? Bon, je ne veux pas être trop long sur le sujet, c'est assez classique de ce qu'on appelle maintenant la gouvernance. Alors là, c'est un peu émietté, mais la gouvernance A5 ou la gouvernance A6. Donc on y retrouve évidemment des parlementaires, on y retrouve des représentants des grandes juridictions de l'État, tribunal administratif, cour des comptes, etc., etc. On y trouve des représentants de la société dite civile, qu'il s'agisse des représentants des entreprises, des syndicats, des associations de consommateurs, d'usagers, évidemment, des associations de protection de l'environnement, puisque au démarrage, le propos de cette commission et le propos du débat public, c'est de traiter des impacts des projets sur l'environnement et l'aménagement, on dirait maintenant, l'égalité des territoires. Alors, comment ça fonctionne ? C'est important, cette description du paysage, cette présentation de la boîte à outils, cette présentation de la composition de la CNDP, évidemment cette présentation des valeurs, parce que les modalités de circulation de la décision et de prise de la décision correspondent évidemment à tout cela. Alors il y a évidemment trois hypothèses. Première hypothèse, on a un projet supérieur à 300 millions d'euros. Dans ce cas-là, la saisine est obligatoire par le maître d'ouvrage. Tout maître d'ouvrage privé, public, porteur d'un projet de 300 millions d'euros, supérieur à 300 millions d'euros, saisit la Commission nationale du débat public. Deuxième hypothèse, projet entre 150 et 300 millions d'euros. Là, la saisine est différente. La saisine est possible. Soit le maître d'ouvrage lui-même peut saisir en disant « j'ai un projet inférieur au seuil obligatoire, mais je souhaite saisir la Commission ». Le ministre, évidemment, le ou la ministre peuvent saisir la commission, 10 parlementaires, des collectivités territoriales, alors l'ensemble, hein, communes, interco, PCI, conseil général, conseil régional, et les associations agréées au titre de l'environnement. Donc la saisine est multiple dans le cadre d'un projet qui va de 150 à 300 millions d'euros. Et puis il y a un troisième cas particulier qui correspond à des options générales en matière d'environnement. Le ministre de l'Environnement peut saisir la commission sur un sujet, on en parlera tout à l'heure. Alors par rapport à ces trois catégories de saisine, les décisions possibles sont également au nombre de 3. Soit nous recommandons une concertation,
sur un sujet particulier parce que nous estimons que le projet est déjà très avancé, parce que nous estimons que son impact sur l'aménagement du territoire et l'environnement ne nécessite pas la procédure particulière que nous allons évoquer, sur laquelle on va s'attarder un petit peu, soit parce que il y a déjà eu des débats similaires. On estime que la question ayant déjà été mise, pour prendre une expression familière, sur le tapis, il est inutile d'y revenir sous une forme classique. Deuxième hypothèse, moins fréquente en vérité, la commission peut dire au maître d'ouvrage, un peu pour les mêmes raisons que précédemment, vous organisez vous-même le débat public avec une méthodologie et avec des principes, avec des valeurs, et avec un retour évidemment qui correspondent à celle du débat public et de la commission nationale. Procédure auquel on a eu peu recours jusqu'à présent, puisque je crois que 4 fois seulement, c'est le débat public organisé par le maître d'ouvrage qui a été décidé par la commission. Et la procédure la plus courante, c'est le débat public avec une commission particulière, commission ad hoc, une commission locale, on dirait une commission thématique du débat public. Comment s'organise cette troisième catégorie de réponses possibles dans le temps? Alors bon, à partir du moment où la Commission nationale du débat public a été saisie, exemple, la semaine dernière, nous avons décidé d'organiser un débat public sur 2 projets. Le projet de grand stade de la Fédération française de rugby, 82 000 places dans l'Essonne, 600 millions d'euros, plus 400 millions d'investissements publics. Et puis, dans le même moment, on a sur un projet privé qui s'appelle Europa City, qui est un énorme projet à la fois de culture, de commerce, de loisirs, dans le nord de Paris, à côté de Roissy. Famille Muliez, en Auchan, filiale de Imochan, 2 milliards d'euros. Donc, nous avons décidé, entre les trois hypothèses que j'évoquais, d'organiser un débat public avec commission particulière. Alors à ce moment-là, donc, on désigne un président de commission particulière qui va nous proposer des membres, en général des membres qui ne sont pas trop impliqués ou rattachés à des enjeux forts dans le territoire, qui évidemment ne sont pas en conflit d'intérêts pour une raison ou pour une autre avec la logique du débat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rapport affiché en tout cas avec le maître d'ouvrage ou avec des gens qui sont partie prenante de la décision et du débat. Donc le maître d'ouvrage dispose de 6 mois pour rédiger un dossier, celui-là même qui sera soumis au débat public. Évidemment, il y a un travail d'aller-retour permanent entre la commission nationale et le maître d'ouvrage. Justement, par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure, par exemple, pour lui faire préciser ses sources. Vous dites sur le banc de Guérande, exemple, vous dites que le banc de Guérande ne présente aucun intérêt écologique. Sur quelle étude, monsieur, vous appuyez-vous pour dire que le banc de Guérande bon, ou sur quel témoignage, ou au contraire, quelle étude complémentaire envisagez-vous pour prouver que sur le banc de Guérande, il n'y a pas d'intérêt floristique ou faunistique ou marin ou halieutique particulier. Donc, pendant les 6 mois, à la fois le business model, à la fois les impacts environnementaux, à la fois les impacts sociaux, la création d'emplois, cet ensemble d'éléments, on n'est pas juge de la vérité des prix, mais on est juge du fait que l'ensemble des éléments d'information dont dispose le maître d'ouvrage, y compris les études préalables à son projet, ont été mises sur la table. Et puis évidemment, on travaille sur la publication d'un calendrier de déroulement du débat. On dit voilà, il y aura 12, 13, 14, 15 réunions publiques ou telle forme particulière du débat. Le débat public lui-même dure 4 mois. Il peut être prolongé de 2 mois en cas de nécessité. Disons que selon une formule célèbre, je ne sais pas qui avait dit qu'il fallait savoir commencer et finir une grève, il faut savoir commencer et finir un débat public. Trop longtemps, ça s'enlise. Trop rapidement, évidemment, les éléments ne sont pas mis à disposition. Donc, il a semblé, et il semble encore que ce soit pour la procédure particulière, le bon calibrage. Et le débat public est clos. Il est ouvert, il est clos. Le président de la commission particulière a 2 mois pour proposer un compte-rendu au président de la CNDP qui lui-même dispose d'un certain temps pour rendre son propre bilan. Donc au total, on a une durée, vous voyez, 1, 7, 9, 13, 15, 17, 20, entre 18 et 20 mois. Donc là, on est dans des procédures de temps qui paraissent un peu longues, mais qui en vérité, évidemment, quand les choses se déroulent, sont relativement rapides, qui donnent à l'ensemble des éléments que j'ai indiqués
les moyens de fonctionner. Alors quels sont les moyens du débat public? Une commission particulière, donc la commission ad hoc, 5 à 7 membres, désignés par la commission nationale, donc proposés en général par le président, désignés par... On essaye de les choisir, les membres, pour leur diversité sociologique, culturelle, d'origine, de profession, de métier, d'éducation. À côté du président, un petit dispositif d'action concrète, un salarié, secrétaire général adjoint. Et en effet, une série d'outils sont mis en mouvement. Un site internet par débat, avec évidemment un dispositif de questions-réponses, un forum en ligne et la présence sur les réseaux sociaux qui nous permet de faire appel, de ratisser un peu plus large et de faire appel à des publics un peu différents de ceux qui viennent spontanément aux réunions publiques. Nous insistons beaucoup sur le fait qu'une question posée par tel ou tel, c'est le principe d'égalité que j'expliquais tout à l'heure, une question posée par tel ou tel au maître d'ouvrage appelle dans un délai déterminé une réponse relativement précise. Et la commission particulière a tout à fait la latitude et capacité à dire « Là, monsieur, vous n'avez pas répondu dans les termes qui conviennent, en fonction soit des éléments d'information que vous avez, soit en fonction évidemment d'éléments qui ont été mis sur la table par votre interlocuteur. En général, la commission édite un journal du débat. En général, c'est 3, 4, un au début, un au milieu, un à la fin, qui font le point sur, le débat, qui rendent compte des réunions publiques qui sont tenues, indiquent la statistique des questions-réponses qui ont été relevées dans la discussion. Et les cahiers d'acteurs, les acteurs, les parties prenantes de cette affaire du débat, donc les acteurs rédigent un cahier qui, sous réserve qu'ils ne comprennent ni éléments insultants, ni éléments de publicité au sens commercial de ce terme-là, sont en général avec une charte d'acceptabilité qui n'est pas très sévère. Je n'ai pas connaissance de beaucoup de contributions de cahiers d'acteurs qui ont été rejetées, donc qui, évidemment, marquent les grands éléments, stabilisent, consolident les éléments du débat. Donc, sur des débats, il est évidemment très fréquent d'avoir plusieurs dizaines de cahiers d'acteurs. Sur les débats éoliens, j'ai plus en tête les chiffres... Voilà, entre 40 et 70, sur un projet de port du côté de Narbonne, là, pour la Nouvelle, c'était une soixantaine de cahiers d'acteurs. Donc évidemment calibré, un nombre de signes. C'est en général à 4 pages, qui permettent non seulement de connaître la position des uns et des autres, dans l'esprit d'égalité qui est indiqué, mais évidemment de fixer les positions et de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Et dans un certain nombre de cas, et là, par exemple, sur le débat CIGEO, qui était évoqué par Laurence tout à l'heure, et parce qu'on rencontre des difficultés pour animer le débat public, on peut varier les outils, et on est en train d'essayer de mettre en mouvement une conférence de citoyens qui, en quelque sorte, aura le rôle d'un cahier d'acteurs, qui livrera sans doute une position sur la question, mais qui participera des éléments qui seront portés à la connaissance du public. Bon. Alors, combien ça coûte et qui paye? Selon les débats, entre 3 et 800 000 euros. Alors évidemment, 800 000 euros, même parfois plus, on est allé plus loin. Par exemple, quand on a fait le débat sur le Grand Paris, on a dû être peut-être 1,5 million, 500 000 euros. Donc on peut dire que le débat public, dans sa forme nationale, dispose, il faut le dire, des moyens pour fonctionner. Parce qu'il fonctionne aussi comme une mémoire, comme un témoin du débat public qui sert dans le cadre des conclusions que tirera le maître d'ouvrage du débat, mais également dans d'autres débats similaires. Qui paye? Important, qui paye? Alors ça, c'est évidemment très important, c'est le maître d'ouvrage qui paye. C'est le maître d'ouvrage qui paye. C'est, dans le cas particulier, le Stade de rugby, la Fédération française de rugby et les collectivités territoriales associées dans la maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre de mon projet Imochamp d'énormes surfaces de commerce et de loisirs au nord de Paris, c'est Imochamp qui va payer. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage, quand vous dites ça va coûter 500 000 euros, alors évidemment c'est une fraction relativement limitée du projet dans son ensemble, mais ça doit être accepté. Alors, quelques bilans chiffrés, et ensuite je repasserai la parole à Laurence pour des choses un peu plus prospectives. On a été saisi 150 fois. On a organisé en direct
dans le cadre de la 3e réponse possible, la commission partie au débat public, 70 débats, soit en gros autour de 800 réunions, en vérité un petit peu plus, dans lesquelles, c'est très important, les gens viennent. On aura certainement l'occasion d'échanger sur ce sujet. Quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Ils disent, oh, c'est pas trop ce qui sera fait de ce qu'on dit. Mais quand on leur dit, mais est-ce que malgré tout, vous voulez débattre et faire connaître vos positions et donner acte à l'autorité, ils disent, c'est très important que le débat public ait lieu. Donc il y a parfois un certain scepticisme sur l'utilité et le devenir de tout cela, mais en même temps, les gens considèrent qu'il y a une espèce d'hygiène démocratique, il y a un moment important et que c'est jamais inutile en quelque sorte que ce moment par lequel les gens disent leur position. Et je ne saurais que trop insister à ce point là-dessus, c'est l'importance de la participation du public. Le recours au bon sens, le recours à la tension ou à la contradiction qui naît d'un débat dans un moment de trêve. Parce que qu'est-ce qu'un débat public? C'est un moment de trêve. C'est un moment où les gens acceptent, non pas de se mettre d'accord, mais acceptent de débattre en public. Bon. Et on fait remonter là du bon sens. On fait remonter là de l'expérience profane dont il était question. Et on a 1000 exemples qui montrent que de cet appel au public, qui est autre chose que la gouvernance à 5, on a progressé démocratiquement en réunissant des organisations syndicales, des consommateurs, des chambres consulaires, des élus autour d'une table, c'est très bien. Mais le débat public, c'est quelque chose de plus du point de vue, je dirais, de l'âme et de la capacité à améliorer des projets ou à hiérarchiser les priorités qui sont mises en mouvement par ces projets. Donc, on a tenu, à côté de la procédure du débat par CPDP, un certain nombre de concertations recommandées qui ont été closes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et nous avons tenu 3 débats selon la procédure évoquée de saisine, notamment par le ministre, notamment souvent par le ministre de l'Environnement, d'options générales. Une sur la gestion des déchets radioactifs. Excellent débat. Excellent débat, avec une difficulté que nous payons le prix aujourd'hui à l'occasion du débat sur l'enfouissement des déchets radioactifs dans la Meuse, c'est que l'autorité politique, qui est souveraine, l'autorité politique, elle décide in fine de faire ce qu'elle veut. Cette autorité politique a, en vérité, assez peu tenu compte, quand je dis l'autorité politique, c'est à la fois le Parlement et le gouvernement, ont assez peu tenu compte du débat, ce qu'on paye aujourd'hui. Ce qu'on peut aujourd'hui, parce que les gens nous disent, mais le débat précédent sur les déchets nucléaires, en avez-vous tenu compte? Oui, non. Enfin, donc il y a une discussion, il y a un débat, parce que la mémoire, évidemment, en existe. Donc le débat lui-même s'est bien passé. L'usage qu'en ont fait les maîtres d'ouvrage impliqués par cette affaire, évidemment, mérite discussion. On a eu un débat qui s'est encore plus mal passé, si l'on peut dire, quoiqu'il ait été tout à fait intéressant, sur les nanotechnologies. Pourquoi? Parce que c'est un débat extrêmement idéologique. On a eu un débat qui ne portait pas, j'allais dire, sur un équipement, un projet, une initiative particulière, mais sur, très en amont, et presque, j'allais dire, en surplomb, sur la représentation qu'ont les uns et les autres de la science, de l'articulation de la science et du capital, les enjeux sociaux, les enjeux démocratiques. Enfin, donc on a eu un débat qui était extrêmement conflictuel. Quand je dis qu'il était conflictuel, c'est que parfois ça a tourné pas toujours, mais ça a tourné au pugilat. Et sachez que nous ne disposons pas, je dirais presque par définition, de moyens pour faire évacuer la salle. Enfin, là, les portes sont ouvertes, les gens viennent, les gens perturbent. Évidemment, par définition, il y a une prime, mais ça fait partie de la règle du jeu. Il y a une petite prime en tout cas, à celui qui refuse le débat. Et par contre, on a tenu un débat qui s'apparente quelque part à celui que vous êtes en train d'organiser, mais sur un territoire plus vaste. C'est les transports dans la vallée du Rhône et l'arc languedocien. Il s'agissait là de voir, non pas comme on allait travailler sur un projet d'équipement, mais sur l'articulation de différents projets d'équipement. Il était question alors de chemin de fer, de fer-routage, de doublement ou pas d'ailleurs des autoroutes de la vallée du Rhône. Et donc, on a eu là quelque chose qui était un mixte de projets différents. Et il y a eu un débat tout à fait passionnant. Donc, je ne développe pas trop, mais évidemment, les régions qui sont le plus concernées par cette procédure du débat public sont les régions dans lesquelles il y a le plus de projets et qui évidemment sont en termes de mesures classiques de la richesse, les régions les plus riches, évidemment, dont la vôtre. Voilà, et alors nous avons mené également, c'est la fonction de la CNDP, auprès des collectivités locales ou auprès de l'ensemble de maîtres d'ouvrage, des missions de conseil sur des éléments de méthodologie. Alors un petit mot sur quelques pistes d'amélioration, parce que cette procédure est évidemment interpellée aujourd'hui par beaucoup d'éléments. Premier élément,
les grands projets, certes, mais on est dans un contexte de difficulté, voire de pénurie budgétaire. Donc, ils sont triés. Donc, la procédure vaut pour des grands projets. Quid, justement, d'un ensemble ou d'un réseau de projets de taille intermédiaire ou inférieure qui façonnent néanmoins, qui impactent l'environnement et qui façonnent un territoire. Deuxième élément, on est interpellé, et c'est d'une certaine façon la raison de notre venue ici, pour entrer en dialogue avec vous, la décentralisation. L'État n'est plus simplement comme ça décider de grands projets en surplomb, à la fois la diversité des financements, à la fois les conditions dans lesquelles les pouvoirs ont été transférés, impliquent d'autres méthodes et des méthodes complémentaires mieux articulées, tout en préservant les valeurs du projet national avec les projets des projets de territoire. Alors un mot également avant de passer à la prospective, sur le résultat de ça. Sur une certaine longueur, on peut dire qu'en gros, un tiers des projets qui ont été soumis au débat public ont été abandonnés ou très très profondément remaniés, et y compris des projets qui concernaient, je dirais, l'autorité politique. Je pense au contournement autoroutier de Bordeaux, par exemple. Contournement autoroutier de Bordeaux, le débat était assez rude, assez vif, et finalement, il aboutit au fait que ce contournement autoroutier n'a pas été terminé. Et d'ailleurs, la mise en place d'une politique d'automobile dont il me semble que le maire de Bordeaux n'a, du point de vue de l'allure générale de sa ville, qu'à se féliciter depuis quelques années. Donc, on a eu un moment. Sur le PR, c'est match nul. Un qui se fera, et un dont l'arrêt a été décidé, Flamanville d'un côté, Panly de l'autre. On a ensuite un tiers des projets, c'est un peu à la louche, mais c'est en gros ça, un tiers des projets qui sont restés, je dirais, dans l'esprit initial, mais qui ont été significativement modifiés. Et puis un tiers des projets qui sont restés en l'état, qui n'ont que peu bougé, et je n'en ferai pas la liste, mais ceux-ci sont en général ceux qui provoquent auprès des autorités des difficultés. On perd du temps au débat public dans l'instant. Il est certain qu'on peut en gagner sur le long terme. Donc quelques éléments de prospective. Et puis, évidemment, excusez-nous d'avoir été un peu long, mais on pourra échanger sans doute là-dessus. Donc, suite aux interpellations successives dont nous avons fait l'objet, nous avons une réflexion actuelle, et c'est un petit peu aussi la mission de la nouvelle CNDP qui vient d'être nommée, avec une réflexion sur l'élargissement des publics. Alors, on aura l'occasion d'en discuter probablement avec vous, parce que c'est une question c'est largement une question de méthodologie, mais pas seulement. C'est aussi une question la manière dont est conçu le dossier du maître d'ouvrage, la manière dont on va aller chercher, mobiliser les médias, mobiliser les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a là en l'occurrence une refonte intégrale du comportement ou de l'attitude de la CNDP par rapport aux réseaux sociaux, avec une entrée de plein pied dans le numérique, avec voilà, toute une série de mesures qu'on est en train de prendre et de mettre en place, et toute une série d'infrastructures qu'on est en train d'organiser. C'est vrai que c'est aussi un petit peu ma spécialité. On a une réflexion sur, et au-delà du média numérique, une réflexion sur quel type de contraintes, à quel type d'expression va se traduire par la mobilisation préférentielle de quel type de public. Voilà, tous les dispositifs comportant une contrainte, la réunion publique, c'est une évidence. Voilà, quand on regarde la sociologie des réunions publiques, on a vite fait le tour. On a largement des cadres sup, ou des personnes à la retraite ou en pré-retraite qui ont plus de temps, très peu de femmes, très peu de jeunes. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a des problèmes à l'organisation, des contraintes spécifiques à l'organisation des réunions publiques. Il y en a d'autres à l'utilisation des médias numériques. Donc il y a encore d'autres méthodologies. L'idéal, c'est d'inventer le mix qui sera le plus pertinent pour la thématique du débat, pour le territoire à ce moment-là. Donc c'est pour ça que notre méthodologie ne peut pas être gravée dans le marbre. Elle ne peut être qu'une immense boîte à outils dans laquelle il faut essayer de mélanger, de faire le mix le plus intelligent possible à un moment donné. Bien entendu, aller au devant des citoyens, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est à l'ère numérique
qu'on virtualise les rencontres, pas du tout, hein. Au contraire, ça nécessite même un travail extrêmement minutieux, accru, hein. On sait bien, la campagne d'Obama s'est largement faite sur les médias, mais elle s'est aussi beaucoup faite sur le porte-à-porte, on le sait bien. Donc il y a la volonté de rencontrer les publics dans les écoles, les lycées, sur les marchés, etc., développer ce qu'on appelle le débat mobile, donc aller au-devant des citoyens, équilibrer l'accès à l'expertise et aux données. Alors je sais qu'à Nantes, vous êtes à la pointe en matière de données publiques, hein, c'est tout à fait intéressant, et d'open data. Donc articuler cette mise à disposition des données avec les pratiques de concertation est un des objectifs de la commission, et systématiquement, quand on discute avec un certain nombre de collectivités qui mettent en place des dispositifs de concertation, on leur dit, voilà, l'expertise, elle doit être la plus partagée possible, sinon de toute façon elle est contestée. Alors l'intérêt, c'est quand même évidemment d'essayer de construire, de faire de l'expertise partagée. Donc adapter ces outils, évaluer les méthodologies, hein, partout, nous allons essayer de mettre en place des méthodologies d'évaluation récurrentes, systématiques de l'ensemble des dispositifs que nous utilisons, en profitant d'ailleurs de l'expertise d'autres collectivités qui le font déjà. Cette culture du débat public, ça passe par la création d'une marque. Alors, bien comprendre le sens de cette marque, non pas uniquement dans une perspective de marketing, hein, c'est pas ça, mais c'est de dire que non, toutes les concertations ne se valent pas. Non, toutes les démarches ne peuvent pas être qualifiées de débat public ou de concertation. Il faut absolument que l'on soit dans une démarche qui soit sincère, dans laquelle on peut offrir des garanties à ceux qui s'expriment, des garanties à l'ensemble des citoyens et aux maîtres d'ouvrage, que le dispositif qui va être mis en place va véritablement permettre d'aller au bout, d'enrichir à travers les débats le projet. C'est pas uniquement de prendre une photographie de l'opinion publique à un temps T, on peut faire des sondages pour ça, on n'a pas besoin d'un débat public, hein. C'est véritablement d'aller au fond des arguments, de les discuter, d'en évaluer la pertinence, de hiérarchiser les normes, les valeurs qui s'expriment à un temps T. Ce qui veut aussi dire que le débat, il a une temporalité propre. Et le débat qu'on fait en 2003, c'est pas le même que celui qu'on va faire en 2013. Et peut-être qu'il va falloir le refaire. Donc on va essayer d'affirmer cette garantie du processus, éventuellement de labelliser un certain nombre de pratiques locales par des conseils méthodologiques, et on va dire voilà, cette démarche, elle est approuvée, c'est une façon de garantir la légitimité de la démarche vis-à-vis des citoyens, des associations. Donc éventuellement, nous, on est dans une approche qui consiste à dire qu'on est tout à fait là pour soutenir le développement éventuel de commissions régionales du débat public, hein. Ça se développe progressivement dans la région Nord-Pas-de-Calais, hein. L'Institut régional du débat public émerge progressivement, il s'est constitué, il commence à travailler sur un certain nombre de sujets qui ne relèvent pas uniquement de l'urbanisme, etc., mais des grandes politiques locales. Donc c'est tout à fait intéressant pour nous de soutenir cette démarche-là, d'en garantir le fonctionnement, de servir de référence et de centre de ressources méthodologiques et d'appui pour la mise en place de ces dispositifs-là. Donc on a vocation à faire ça. Alors là, on peut parler de normalisation, mais il y a un côté assez péjoratif dans la formule normalisée, mais enfin c'est quelque chose de cet ordre-là, hein, offrir une garantie. Nous avons une grande réflexion sur la notion de garance du débat public. Qu'est-ce que c'est que cette garantie? Assurer la normalisation de cette forme de garantie, c'est aussi pour nous, pour les associations, les citoyens sur place, les collectivités locales qui s'engagent, de montrer qu'on est véritablement dans une démarche qui est sincère pour participer à cette légitimité du dispositif. Dans nos demandes et dans nos réflexions actuelles, il y a aussi l'idée d'élargir le champ du débat. D'abord pour mieux suivre, c'est-à-dire que depuis 15 ans, depuis 97, nous avons la CNDP progressivement a élargi son périmètre d'action, d'abord vers l'amont du débat, puis au départ entre 97 et 2002, hein, la question de l'opportunité n'était pas dans les compétences de la CNDP, c'est un acquis de la loi de démocratie de proximité de 2002.
2. Donc, pouvoir questionner l'opportunité, ça a été la conquête de l'amont, puis les lois Grenelle, c'est la conquête de l'aval, aller jusqu'aux suites du débat, aux concertations post-débat, hein, ce qui nécessite d'ailleurs beaucoup de moyens pour la CNDP pour suivre ça, hein, avec des garants, avec des rapports réguliers pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, d'une façon plus globale, il faut faire de la couture entre tout ça, de mieux penser cette phase pré-débat qui n'est pas encore du débat, mais qui est quand même le démarrage du débat, et en particulier avec une réflexion sur l'expertise, puisque quand on a 4 mois de débat, c'est extrêmement difficile de produire une expertise. Donc d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut prendre en considération, faire monter les publics en amont du débat pour essayer de voir quel type d'expertise on aura éventuellement à gérer. Passer éventuellement de l'environnement à d'autres domaines connexes, hein, à la santé, à des questions plus globales. La CNDP a un vrai savoir-faire. Les questions d'environnement, elles touchent en fait, elles ont des implications extrêmement larges. Elles touchent à des questions de santé. C'est difficile de parler d'une usine de traitement d'incinération des déchets sans parler des questions de santé. Donc on est naturellement porté vers la thématique de la santé, vers la thématique de l'urbanisme, des territoires. Donc plus globalement, on essaye en tout cas on voudrait revendiquer de travailler sur ces thématiques-là, et pas uniquement se focaliser aux questions d'infrastructure. Et de passer de la discussion des équipements aux politiques globales. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand on fait un débat public sur les éoliennes offshore, globalement de quoi il est question ? De la transition énergétique. Donc on est amené, quand on tire la ficelle, quand une infrastructure, on tire la ficelle du débat et très rapidement on monte en généralité sur des grandes orientations. Donc l'idée de pouvoir traiter de politique plus globale nous paraît être le corollaire relativement évident de la poursuite des missions qui nous ont été confiées à partir de 2012 dans le cadre du Grenelle d'environnement. Nous avons été un peu longs, mais j'espère que en tout cas ça a permis de poser un certain nombre de bases et on est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez été un peu long mais complet et donc merci à vous. Donc l'échange est ouvert et n'hésitez pas, Monsieur Champ, pour commencer, il y a des micros effectivement. Parlez bien dans le micro. Présentez-vous. Oui, Paul Champ, membre du Conseil de développement. Membre du Conseil de développement. Oui, quelle est la différence entre le débat public et l'enquête publique avec un commissaire enquêteur ou des commissaires enquêteurs? C'est ma première question. Et la deuxième est pourquoi, a priori, cela coûte-t-il aussi cher, puisque j'ai cru comprendre que les acteurs étaient bénévoles. Alors, sur la première question, il y a une différence fondamentale entre l'enquête publique et le débat public. Une procédure d'enquête publique, vous avez un commissaire enquêteur qui met à disposition, avec mise à disposition des citoyens du dossier d'enquête publique. Ce commissaire enquêteur va éventuellement va rencontrer un certain nombre de gens sur le territoire, mais qui se manifestent. Il n'a pas vocation à rencontrer l'ensemble des citoyens. Et surtout, il a vocation à recueillir un point de vue. Un ensemble de points de vue. C'est un dispositif qui permet de récupérer une forme de parole qui vient s'inscrire non pas dans le cadre de débats transversal entre des associations, le maître d'ouvrage et des citoyens, mais des doléances qui viennent s'exprimer vis-à-vis d'un projet extrêmement abouti, extrêmement avancé, qui est proposé par le maître d'ouvrage. Dans le cadre du débat public, il y a deux spécificités particulières. Un, le projet n'est absolument pas ficelé. C'est-à-dire que quand on arrive à l'enquête publique, on a toutes les spécifications du projet, à tel point que c'est extrêmement difficile de revenir sur l'opportunité même du projet. Dans le cadre du débat public, on est beaucoup plus en amont. Par exemple, dans le cadre de Europacity dont on parlait tout à l'heure, en tout cas normalement, de Europacity dont on parlait tout à l'heure, on est véritablement à l'état de projet, on n'a pas du tout terminé l'ensemble des enquêtes d'impact qui sont nécessaires, on n'a pas encore du tout déterminé toute une série de spécifications techniques sur le fonctionnement, sur l'architecture et même ensuite le fonctionnement global de l'ensemble de la zone qui est concernée. On est à l'état encore où on peut
dire on y va pas. Donc on est beaucoup plus en amont, c'est-à-dire que la question de l'opportunité doit pouvoir être perçue par les citoyens comme totalement réelle. Ce qui est beaucoup plus compliqué quand on a déjà financé 15 ans d'études sur un projet qui est extrêmement qui a été discuté au sein d'un certain nombre de collectivités, mais sans inclure les citoyens. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que le débat, c'est quand même un lieu dans lequel on discute entre soi, c'est-à-dire qu'il y a une discussion horizontale, pas uniquement une remontée d'informations. Il y a véritablement un échange entre des individus qui n'ont pas du tout la même posture et le même point de vue, ce qui ne se passe pas du tout dans les enquêtes publiques. C'est-à-dire que c'est un lieu de délibération, un lieu où les uns et les autres peuvent se rendre compte de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur les uns et sur les autres. Une chose est de dire dans un dossier d'enquête publique, moi, syndicat qui travaille à l'intérieur de l'usine de traitement des déchets, par exemple à Ivry, débat auquel j'ai participé de façon très proche. Moi, en tant que syndicat, je ne souhaite pas que l'on confine davantage l'usine de traitement des déchets telle que c'est prévu par le projet parce que ça peut poser des problèmes de santé. Et ça, je vais le mettre, je vais l'écrire, je vais l'envoyer au commissaire enquêteur. Une autre est d'aller dans une réunion publique où il y a toute une série d'associations de riverains qui hurlent parce que l'usine d'incinération, l'usine de traitement des déchets produit des odeurs absolument épouvantables, et de dire à tout le monde, mesdames et messieurs, je suis parfaitement conscient, mais sachez que nous avons, nous dans le syndicat, un certain nombre de maladies professionnelles qui sont liées à l'infrastructure telle qu'elle existe. Sachez que dans tel pays, quand on confine, ça se traduit par une augmentation du dioxyde de soufre qui produit un certain nombre de maladies. Aussitôt, les associations, qu'est-ce qui se passe? Les associations de riverains, elles disent « Ah ça, on n'y avait pas pensé. C'est vrai, vous avez raison, mince. » Il y a une prise de conscience qui se fait par le croisement de ces discussions des uns avec les autres, qui est totalement spécifique au débat public, qui n'existe pas dans l'enquête publique. Donc ça, c'est très, très important. Pourquoi ça coûte si cher? Oui. Juste une précision, l'enquête publique, elle, en gros, hein, sans doute des spécialistes de ça d'ailleurs ici, mais elle vise à vérifier trois choses. D'abord qu'il y ait une vraie cohérence entre les objectifs affichés et puis la réalité du projet. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des intérêts fondamentaux de telle ou telle partie de nos concitoyens qui sont lésés? Par exemple, le droit de propriété, évidemment, le droit est garanti par la Constitution. Et troisièmement, est-ce que le projet est conforme d'une façon ou d'une autre à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires? Débat sur l'aéroport, hein, réglementation européenne sur l'eau, traité international, etc., etc. Sur la biodiversité, mais d'autres éléments, évidemment, et évidemment vérifier la procédure. Ce qui n'est pas le cas du débat public, qui travaille théoriquement, je dis, parce qu'évidemment, on est toujours borderline sur l'opportunité. Et qui offre théoriquement la possibilité aux gens de dire non ou vraiment pas du tout comme ça. Mais quand même, c'est vrai que c'est pas le même moment et c'est pas le même objet. Et évidemment, chacun a sa légitimité. Pourquoi ça coûte si cher? Eh bien parce que, enfin, si cher au regard, évidemment, de nos propres ressources, parce que c'est sur un projet de 2,5 milliards, 2 milliards 500 000 euros, bon, oui, ça fait, c'est epsilon, enfin, du point de vue du porteur du projet lui-même. Mais parce que, par exemple, le dossier du maître d'ouvrage, celui dont je disais tout à l'heure qu'il était l'objet de discussion, d'aller-retour entre la commission, il est par exemple diffusé, alors, je ne sais pas si c'est pas du gaspillage écologique, mais c'est pas le débat à cet instant, 125 000 exemplaires. Le projet du maître d'ouvrage CIGEO à Bure, 125 000 exemplaires dans la moindre ferme, dans le moindre cage d'escalier du moindre office d'HLM, etc. L'organisation des débats publics se fait de telle façon qu'ils soient par exemple filmés et qu'on en ait la mémoire et que chacun puisse, tout ça est archivé et vérifié, je dirais presque en droit. Donc, organisation de réunions publiques, ça se fait non pas avec un certain standing, parce que je crois que c'est assez sobre, mais avec une certaine efficacité et avec des moyens. Même chose pour les cahiers d'acteurs. Les cahiers d'acteurs sont mis à disposition de l'ensemble, etc., etc. Donc, voilà la raison. Alors, c'est pas toujours, je dis 300... c'est relativement coûteux. Et ne croyons pas qu'on peut bricoler, effectivement, même si on doit pouvoir, on est comptable des deniers à la fois privés et deniers publics, ne croyons pas qu'on peut bricoler les débats. Voilà la raison pour laquelle le coût était assez significatif, en effet. Merci. Question suivante, oui, Alain Grandier. Oui, je vais me permettre de donner une petite information complémentaire à ce qui vient d'être dit. Une étude d'impact pour arriver à une enquête publique pour un projet éolien
est de l'ordre de 200 000 à 300 000 euros. Donc ça veut dire que ce travail en amont d'études, quelquefois, fait que des parcs n'ont pas pu se faire, ou quand c'est des parcs citoyens, ils sont obligés d'être aidés. La Loire-Atlantique a aidé des projets citoyens pour 90 000 euros des frais d'études. Moi, j'aurais deux petites questions un peu plus, je dirais, politiques. Dans la présentation, j'interprète ce que vous avez dit, que le projet doit être mis dans une case. C'est-à-dire qu'il y a quand même un schéma directeur sur qu'est-ce qu'il faut faire. Là, nous, pour notre projet, on est plutôt bien en amont de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser la Loire. Alors, je ne sais pas si on peut faire la comparaison ou si je me trompe sur la saisine. L'autre qui m'intéresserait, c'est... vous avez évoqué l'évolution législative, mais la nouvelle équipe veut élargir un peu le propos du débat public. J'ai pas l'impression que vous avez cité aussi, ce qui me fait remarquer ça, c'est que vous avez cité qu'il y a le projet de la gestion des déchets radioactifs, où l'autorité publique n'a pas du tout suivi, si j'ai bien compris, le consensus qui s'était fait. Et donc, on n'a pas du tout abordé tout ce qui tourne autour du budget participatif. C'est-à-dire, à un moment donné, comment le citoyen peut co-décider avec l'autorité publique des options. Ou est-ce que c'est pas compris dans l'évolution des débats publics? Des éléments de réponse? Il y a évidemment une discussion sur à quel moment a lieu le débat. Alors, si c'est trop tôt, c'est trop vague. Si c'est trop tard, c'est trop précis. Si on a déjà fait toutes les études, les gens disent, mais c'est quoi la marge de discussion qu'on a? Si on n'a fait pas assez d'études, les gens disent, mais alors vraiment, c'est très délatoire votre affaire, c'est vraiment, vous faites ça, bon. Donc, on a nécessité, aux différentes étapes, de trouver les différents outils. L'échange sur la boîte à outils, pour reprendre une expression qui fait florès en ce moment, l'échange sur la boîte à outils a un rapport avec l'échange sur les différents moments du projet. Sans doute, il n'est pas utile de faire un débat public au moment où naît, enfin sous la forme traditionnelle, au moment où naît le projet, au moment où la question est en gestation, et sans doute est-il utile de faire du débat public un peu en amont. L'exemple classique, c'est quand même les éoliennes. Je reviens justement. Là, on est pardon l'expression, borderline, on est limite. Pourquoi? Parce que l'État fait un appel d'offres. L'État dit, bah, ça sera là, 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 là et là. Alors, il y a un endroit où ça ne s'est pas fait parce que les gens sont un peu montés au plafond, on dit non, on n'en veut pas. Mais bon, ça sera là parce qu'il y a des pêcheurs qui passent, il y a des pétroliers, vous êtes bien placé pour savoir qui passent ici. Il y a donc, ça peut être que là. Et alors, finalement, les gens disent, mais de quoi on discute? On discute de la couleur des mâts, on discute de savoir si ça se voit ou ça... Bon, donc, évidemment, là, on est un peu en limite d'exercice. Donc, il faut qu'on arrive à adapter. C'est une réponse... Nous, on s'est interrogé, par exemple, on regrette, mais on est arrivé après la bataille, on regrette que la Commission nationale du débat public n'ait pas conduit le débat sur la transition énergétique. On aurait aimé que les éléments de procédure et de méthodologie qui sont mis en avant, qu'on a présentés, fussent appliqués à cette démarche particulière de débat sur la transition énergétique. Et qu'on aille un petit peu au-delà de la réunion des différentes parties prenantes, qui était évidemment nécessaire. Donc, à la fois... mieux positionner les différents outils et même aller jusqu'à la gouvernance des projets. Il y a des citoyens, justement, dans ce débat, je crois que c'est au Croisic, qui ont dit, mais nous, ça nous intéresse, ça dure 25 ans, à parc éolien, 25 ans, enfin ça dépend, mais 25 ans en gros. Donc ça nous intéresserait de savoir ce qui va en être de la gestion, de la gouvernance de ce projet, et même de la façon dont on va démanteler ça, et de la reconversion des gens qui sont là. Enfin bon. Donc vous voyez que le fait d'être sur l'ensemble du parcours est une question très importante. Et d'autant plus évidemment que si on discute seulement sur un seul projet, on n'a pas une vision d'ensemble, et peut-être qu'un projet, il est intéressant et utile pour une région et qu'il a des vertus négatives ou des impacts négatifs sur d'autres régions, d'autres territoires, parce qu'il développe la mise en concurrence ou que les emplois qu'il crée là sont les emplois qu'on a enlevés à d'autres.
Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant, on a des sujets qui sont, je redis, qui sont limite environnement santé. Le cas typique, c'est celui du diesel, par exemple. C'est celui du diesel, où on a à la fois des choix industriels, des choix de santé, des choix d'équipement, des choix de filière. Et ça, c'est typiquement le sujet sur lequel il serait intéressant de faire remonter du débat public et dans lequel on aurait évidemment des points de vue un peu diversifiés. Alors, merci. Sur le budget participatif, je crois que tu pourras répondre un peu plus. Mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, on essaye de faire des questions courtes et des réponses courtes, si vous voulez bien. André Hubert. André Hubert-Ménard, Conseil de développement. Vous êtes une autorité publique nationale. À ce titre, vous prenez des décisions qui peuvent être éventuellement attaquées, critiquées, devant le Conseil d'État par exemple. Et donc j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce contentieux portant sur votre propre rôle et votre propre existence. Alors, il y a un contentieux qui est pas énorme. C'est pas mon domaine de spécialité. Je vais essayer de vous faire une réponse la plus précise possible. Le contentieux porte essentiellement sur les raisons à l'appui, enfin en tout cas les considérants à l'appui duquel la Commission nationale décide d'organiser un débat public ou pas. On a été saisi, on a été en Conseil d'État pour la question de la définition de ce que c'est que l'intérêt national, de ce que c'est que l'impact sur l'environnement. Nous avons été également, les points qui ont fait aussi jurisprudence touchent aux modalités d'organisation des débats. On a attaqué par exemple le peu de réunions publiques, voilà, ce genre de choses. Alors ça c'est plus sur, on n'est plus sur les raisons de la décision, hein, c'est-à-dire intérêt national, les trois grands pôles qui définissent les raisons pour la CNDP d'organiser le débat public, mais on a attaqué également les bilans du président, qui sont donnés en même temps que les comptes rendus de la commission particulière. Il faut savoir que la commission particulière n'a pas de personnalité juridique propre, et donc le travail des commissions particulières n'est attaquable que via le bilan qui est dressé par le président. Donc ça a été contesté notamment sur la méthodologie, et le Conseil d'État a statué qu'il n'y avait pas que la méthodologie, comme je vous le disais tout à l'heure, que la méthodologie était à la discrétion de la Commission nationale et ne pouvait pas donner lieu à action en justice. Merci. Jean-Claude Charrier. Oui, Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Dans la boîte à outils de la concertation qui peut être développée, avez-vous eu l'occasion d'avoir des assemblées, en quelque sorte des assemblées générales de citoyens tirées au sort? Et si oui, quelles leçons en avez-vous tirées? Ou sinon, quelle appréciation portez-vous sur ce genre de consultation? Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait parce que il y a au moins pour une raison qui est la difficulté pour la Commission nationale d'articuler les processus de mini-public avec les processus de débat public. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, le dispositif de conférence de citoyens a si peu été mobilisé par la Commission nationale, parce qu'elle a évidemment pour vocation de mobiliser le public le plus large possible, ce qui peut apparaître contradictoire, et d'ailleurs on nous le renvoie relativement vertement aujourd'hui sur la conférence du citoyen qu'on est en train d'essayer d'organiser pour le débat public sur les déchets. C'est-à-dire qu'on peut faire la critique à la commission en disant vous essayez de contourner le grand public en vous focalisant uniquement sur le mini-public. Donc pour l'instant, ça a été assez peu fait. Il y a été fait des ateliers, ça a été fait, hein, des ateliers, des formes d'ateliers citoyens en amont du débat pour faire remonter un certain nombre de thématiques, par exemple, parce que dans cette partie où on est en train de définir le dossier du maître d'ouvrage, la CPDP rencontre en général un certain nombre de leaders d'opinion, que ce soit des élus ou que ce soit des responsables d'associations, pour savoir ce qu'ils pensent et de quoi ce serait bien qu'on débatte. Donc en fait, en vertu de ce principe d'égalité, certaines CPDP ont pensé qu'on pouvait aussi demander au grand public via des ateliers. Donc ça a été fait.
Est-ce qu'on pense que c'est une méthodologie qui devrait être utilisée? Moi, je pense tout simplement que toutes les méthodologies doivent être essayées. Et qu'on a bien l'intention de le faire. Dans le cadre du grand stade de rugby, la commission est en train de réfléchir, Jacques Archimbaud peut en parler puisqu'il fait partie de la CPDP, est en train de mettre en place un atelier non pas forcément uniquement avec des citoyens cette fois-ci, mais plutôt avec un petit peu plus prospectif, avec des leaders d'opinion. Moi, j'ai vu fonctionner ça, bien entendu, à différents endroits, dans les collectivités locales. Ça s'est fait à Strasbourg, par exemple, avec du tirage au sort. Alors là, c'est un peu compliqué parce que où est-ce qu'on tire sur les listes électorales, etc. Bon, donc c'est un peu compliqué. Le principe du tirage au sort, ça fait quand même 5-6 ans que ça a été essayé, et c'est vrai que les collectivités locales en reviennent un peu parce que ils trouvent qu'ils préfèrent fonctionner sur le principe du volontariat, parce que le tirage au sort, on tombe sur des gens qui viennent pas, et donc ça pose tout un tas de problèmes de fonctionnement. Alors après, le volontariat, évidemment, c'est qu'on tombe sur un autre problème qui est celui de la sélection, et en général sont volontaires des gens qui ont déjà l'habitude de participer. Donc on retombe sur le problème initial de la sélection des publics. Donc il y a des petits moyens de faire une partie tirage au sort, une partie citoyen volontaire. En général, c'est du panachage comme ça qui fonctionne pas mal. Merci. D'autres intervenants? Ah oui, André, pardon. Merci. Oui, André Herbreteau, Conseil de développement. Je vous remercie de votre exposé qui fait apparaître, à mon sens, que notre cas s'applique relativement bien au cas du débat public dont vous nous avez parlé. La question que je voulais vous poser, c'était de savoir ce que vous pensiez de l'objet de notre débat, puisqu'il s'intitule actuellement Franchissement de Loire et nouveau cœur métropolitain. Ça veut dire les franchissements de Loire en liaison avec le nouveau cœur métropolitain qui vient d'être étendu assez considérablement par les élus. Il va enfermer un certain nombre d'équipements structurants importants, je ne vous les rappelle pas. En revanche, le champ est totalement ouvert, vous avez parlé de projets non ficelés, sur les franchissements. C'est-à-dire qu'on a tout le loisir de préparer le débat, puisque c'est l'objet de notre mission, et le champ sera totalement ouvert sur tous les types de franchissements qu'on peut imaginer dans ces sphères du nouveau cœur métropolitain. La première question, c'est est-ce qu'on a intérêt à rester dans ce cadre relativement bien précis, puisque si on parle par exemple de franchissement de Loire, ne serait-ce qu'en Loire-Atlantique, on peut imaginer toutes sortes de choses qui relèvent de problèmes de contournement de l'agglomération, aussi bien en amont qu'en aval, d'accès au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en venant du sud par exemple. Donc, intérêt sans doute à rester dans le cadre fixé de ce lien entre franchissement de Loire, lui-même flou, et cœur métropolitain relativement précis. Et puis la question aussi subsidiaire, c'était de dire, vous avez parlé de seuils dans lesquels la saisine est obligatoire, facultative, etc. La particularité de notre cas, c'est que précisément, on ne connaît pas du tout des seuils financiers, puisque le champ étant totalement ouvert à des franchissements qui vont se succéder dans le temps, peut-être avec période de 3 ou 4 ans d'écart entre chacun, on n'a pas d'idée, même si on sait que ça coûtera relativement cher, on n'a pas d'idée sur la dépense qui sera engagée. Donc mon sentiment était un peu de savoir ce que vous pensiez de notre cas par rapport à ce qu'on en connaît jusqu'ici nous-mêmes. Enfin, l'idée qu'on peut donner, c'est quand même que quand on cumulera tous les ouvrages, on aura dépassé les 300 millions d'euros. Mais ça sera peut-être sur 20 ans. Hein. Enfin, moi, je me garderais bien de répondre très précisément à cette question-là, parce qu'il faudrait... Enfin, on ne peut pas, du haut de notre cheval, comme ça, dire... voilà, bon, quoi qu'on ait lu, évidemment, les éléments du dossier, mais... quelques principes, mais je vais peut-être enfoncer pour toi. Évidemment, s'installer dans la durée, c'est pas faire one shot. Enfin, deuxièmement, pas avoir un seul outil. Troisièmement, faire en sorte pour que vraiment les éléments de la discussion viennent même de façon désordonnée au départ, de façon à ce que vous puissiez évaluer assez rapidement ce que sont les éléments qui paraissent les plus importants, quitte d'ailleurs à être démentis par la suite. Donc, autre conseil, fermez les guillemets, ne pas s'enfermer dans une seule méthodologie. Bon, ce qui va peut-être venir, on évoquait ça tout à l'heure, c'est des éléments de mémoire. Ce qui va venir, c'est des déplacements de mobilité et de déplacement. Ce qui va venir, c'est des éléments de positionnement des services publics. Ce qui va venir, c'est des éléments de projection, évidemment, d'imaginaire de la métropole dans le système hexagonal, dans le système européen. Donc, où la fête que ça... Donc, il faut que vous soyez dans une situation dans laquelle l'ensemble des déterminants
qui viendront à un moment donné s'appliquer aux différents éléments puissent être rassemblés par la boîte à outils qui était évoquée tout à l'heure. Donc aller du plus large au plus précis, s'installer dans le temps, construire un point de repère permanent qui permette aux gens de suivre quand même le fil de la discussion et ses aléas, être assez patient parce que être conscient que les hypothèses que l'on fonctionne ne sont pas forcément celles qui sont retenues. Ben voilà quelques éléments un peu généraux. Et vous avez sans doute déjà bien non, on est toujours preneur de... Voilà. Juste peut-être pour compléter ce que dit Jacques, c'est vrai que c'est difficile pour nous de nous prononcer, mais de toute façon sur les différents ouvrages qui se réaliseront dans les 15 ou 20 ans, il y aura des concertations au titre de l'article L300-2 du Code de l'urbanisme, de toute façon. Donc il y aura des concertations ad hoc à chaque fois. Donc l'intérêt peut-être très en amont, c'est d'avoir une réflexion beaucoup plus globale qui cadre un petit peu ces concertations futures, qui pose les bases d'une concertation, enfin d'une vue partagée sur la ville, sur l'avenir de la ville. Donc effectivement, c'est un lieu sympathique pour faire des ateliers de prospective, pour faire... Voilà, on est plutôt dans cette perspective-là, sur des... comment est-ce qu'on aime sa ville, comment on la voit dans le futur, etc. Et puis pour mettre en place peut-être des structures de concertation pérennes, parce que rien de tel que dans 5, 10, 15 ans où il y aura ces ponts qui vont commencer à sortir des cartons à dessin, s'il y a déjà une structure de concertation plus ou moins pérenne dont vous pouvez imaginer les contours, cela augurera d'autant mieux de fonctionnement de la concertation dans le cadre de l'article L300-2. Merci. Je vais profiter de l'absence de main levée pour poser moi-même deux petites questions. Alors, l'une concerne le sentiment qu'on peut avoir quand on a assisté à quelques-uns des débats publics organisés par la Commission, c'est qu'on a souvent dans les salles, en tout cas, des citoyens organisés. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on fait pour aller chercher des citoyens inorganisés, concernés, mais pas forcément organisés. Donc je ne sais pas s'il y a une réponse ou si vous avez des réponses par rapport à ça. Puis la deuxième question, c'est comment ça se passe à l'étranger pour savoir. La première question, c'est la question à 100 balles. Hein. Évidemment, c'est d'autant plus que si vous voulez, le concernement des gens va de pair avec leur organisation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas concerné, par définition, vous n'êtes pas organisé. Donc, en fait, la question que vous posez, c'est comment, et c'est en ça que les structures permanentes de concertation sont extrêmement intéressantes, comment est-ce qu'on fait émerger sur un territoire un concernement qui fera que les gens vont se déplacer et qui ne sera pas uniquement réservé aux associations contestataires. On ne peut pas je veux dire, c'est de bonne guerre hein, que les gens se déplacent parce qu'ils sont contre. Vous déplaceriez-vous entre 8h et 23h au lieu d'être gentiment avec votre épouse, votre compagnon à la maison pour dire oui, je suis d'accord. Enfin, c'est une aberration. Il n'y a aucune raison, quoi. Vous allez vous déplacer parce que vous avez peur qu'il y ait une piste d'atterrissage dans votre jardin, que votre enfant souffre de nuisances, que ça pose problème à votre santé. C'est partout pareil dans le monde. En revanche, faire émerger dans la population un concernement qui fait que demain, oui, peut-être, vous allez être amené à être impliqué pour telle ou telle raison. C'est déjà ça l'objectif. Et la deuxième chose, c'est que il faut peut-être aussi se dire que pour certains objets ou certains sujets, on peut pas joindre tout le monde. Et donc, il faut réfléchir de façon très approfondie, très en amont sur les populations qui sont potentiellement les plus concernées, mais qui n'ont pas de porte-parole. Hein, il y a des populations totalement dominées dans toutes les collectivités locales, sur tous les territoires, qui n'ont pas de porte-parole et qu'il faut aller chercher avec les dents. Hein. Donc, et ça ne peut être qu'un travail de long terme. Et que se passe-t-il à l'étranger? C'est très très variable. La forme institution administrative indépendante ou sous la forme d'agence, hein, comme ça s'exprime dans d'autres droits que le nôtre, est pratiquement unique au monde.
Il n'y a pas d'équivalent de la CNDP à l'étranger, nulle part. Le cousin que nous avons, le Bureau des audiences publiques de l'environnement au Canada, a un fonctionnement qui est à mi-chemin entre, qui arrive beaucoup plus en aval de la procédure par rapport à ce qui se fait en France, et font un fonctionnement typiquement nord-américain avec un système d'advocacy, c'est-à-dire avec des audiences et avec un certain nombre de porte-paroles qui viennent faire un certain nombre de doléances, mais il n'y a pas de procédure délibérative. Il existe de façon beaucoup plus régionalisée, par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne, beaucoup plus sectorialisée. Dans le domaine du nucléaire, par exemple, il y a au Danemark ou en Finlande, je connais mieux en Finlande et en Angleterre, des institutions beaucoup plus régionalisées qui organisent localement des concertations, mais qui n'ont pas le même caractère obligatoire. C'est vrai qu'en France, en l'occurrence, notre jacobinisme naturel nous a conduit à mettre en place une institution qui est tout à fait originale. Maintenant, il y a des États qui ont des fonctionnements beaucoup plus décentralisés. C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent, mais il y a l'Environment Public Agency, le PA, qui joue quand même depuis très longtemps un rôle extrêmement important et qui a développé dès les années 80 des processus de concertation locale, en tout cas dans les États tout à fait importants, et qui ont utilisé des outils en ligne bien avant nous. Ça marche pour le gaz de schiste, ça? Et non. Alors, Pierre Biche, oui, pardon. Oui, moi j'avais deux questions. La première rejoint un petit peu l'interrogation de Philippe, mais je vais l'exprimer autrement. J'aimerais que vous me contredisiez sur le fait suivant. Les gens qui sont ici et maintenant ont toujours un pouvoir de parole bien plus puissant que les gens qui ne sont pas là ou qui ne sont pas encore nés. J'ai du mal à croire, et j'aimerais bien pourtant, que l'organisation d'un bon débat public donne suffisamment la parole aux gens qui ne sont pas là. Alors, si vous pouviez me contredire, j'aimerais bien. Voilà, mais j'ai un doute. Ma deuxième question est beaucoup plus factuelle ou institutionnelle. Je crois savoir que vos homologues du Canada ou du Québec, que j'ai eu l'occasion de croiser à un certain moment, quand ils émettent un avis, leur avis est quasiment incontournable. Ça n'est pas le cas ici, semble-t-il, puisque si je me réfère à l'exemple de Bure que vous citiez tout à l'heure. Et ça m'amène à une question, c'est est-ce que vous avez un droit de publication? Quelle est la liberté de parole dont vous disposez? Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que qui sait que l'autorité publique ne vous a pas suivi sur la question de Bure? Plusieurs choses. Oui, la convocation des générations futures ou des arbres, ou de la nature d'ailleurs d'une façon plus générale, aux banquiers républicains, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, c'est une question politique extrêmement compliquée. Nous parlons au nom des générations futures, nous parlons, peut-être pas assez fort d'ailleurs, mais enfin au nom des arbres, des animaux, du vivant. Donc là il y a évidemment une interrogation assez forte. Néanmoins, il y a quand même d'autres principes, parce que tout n'est pas résumé dans la vie au débat public, et notamment le fameux principe de précaution dont on parle beaucoup, ou une illustration de ce principe qui est le principe de réversibilité, qui quand même borne la capacité, si l'on peut dire, de nuisance des générations actuelles par rapport aux autres générations à venir, ou à ceux qui sont plutôt muets. Mais en tout état de cause, le problème est évidemment posé de la responsabilité. 100 000 ans Bure. 100 000 ans, on discute de quelque chose qui, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on ferme pas, etc. Et d'ailleurs, on discute dans des termes contradictoires. Je ne développe pas sur Bure, mais enfin, en gros, il est question d'enfouir en couche géologique profonde et dire on va quand même pouvoir aller voir au bout de 100 ans. Ce qui est tout à fait contradictoire. Si c'est pour aller voir au bout de 100 ans, on ne voit pas pourquoi on creuse un trou de 350 mètres de fond. Donc, évidemment, ces contradictions-là sont mises en discussion, mises en évidence par le débat public. Je vais juste revenir en arrière quand même sur le fait que ne viendraient au débat public que les gens qui sont immédiatement concernés par des problèmes de propriété, de valeur immobilière, de nuisance, etc. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le débat sur les éoliennes, c'est quand même, peut-être parce que c'était en partie, je ne rentrerai pas dans le débat,
débat des Bretons ou des gens. Il y avait tout un débat sur la fierté locale, sur ce que c'est sur la capacité de la Bretagne et avoisinant à reconquérir de l'autonomie énergétique, sur la modernité, alors que le modèle de développement est évidemment fortement interpellé. Donc les ressorts qui font qu'en particulier des jeunes ou des entrepreneurs viennent participer au débat public ne sont pas strictement simplement d'ordre économico-corporatif ou d'intérêt, etc. Donc il y a plus dans nos concitoyens d'altruisme ou d'intérêt pour la chose publique qu'on ne le dit souvent. C'était sur le droit de publication. Oui, bien sûr. Nous entendrons dans les modifications législatives améliorer évidemment, et on se pose même la question du pouvoir de sanction de la Commission nationale du débat public, mais nous avons la possibilité dans les semaines qui viennent, nous n'en priverons pas sur un certain nombre de cas, de dire et de faire entendre, parce que c'est pas tout dire, si c'est pour dire et de ne pas être entendu, mais enfin donner les moyens de se faire entendre. Le maître d'ouvrage à tel endroit n'a pas tenu compte du tout du débat public dans la façon dont il a organisé son projet à l'avenir. Après, les électeurs, les citoyens, les politiques prendront les décisions qui conviennent. En tout cas, ils le feront en toute connaissance de cause et nous formulerons cette observation. On a vu des maîtres d'ouvrage qui s'autorisaient, par exemple, à résumer le débat public en disant « les gens sont plutôt pour ». Ah non, le débat public, il n'a pas dit que les gens étaient plutôt pour. Il a dit, voilà, les gens pensent ça et ça. Et voilà les différentes hypothèses. Et aujourd'hui, si ça se passe mal à Bure, je le redis, c'est évidemment parce que les gens... En gros, il y avait 3 hypothèses qui avaient été mises sur le tapis par le débat public, dans un ordre et dans des proportions, je dirais, qui méritaient discussion. La difficulté n'est pas que ces proportions ont été modifiées par le législateur, donc par le Parlement et par le gouvernement. La difficulté, c'est que c'est une seule des 3 options qui... Bon, aujourd'hui, évidemment, retour de bâton, les gens disent, et très franchement, assez légitimement, et d'autant qu'ils ont la mémoire, ils brandissent le débat public. Ils disent, voilà ce qui était discuté. Eh bien, dans ces conditions, nous ne participerons pas, nous, évidemment, nous le déplorons profondément, à ce qui apparaît comme une mascarade. Vous avez des gens qui disent, c'est pas la peine. Ils ont tort d'ailleurs, parce que justement, le fait qu'on puisse se référer au débat public précédent comme outil du débat démocratique est quelque chose qui doit pouvoir être utilisé dans le débat. Enfin, il n'y a aucun débat public inutile. La mémoire de ça est extrêmement présente. Et d'ailleurs, nous pouvons être attaqués sur ce point en particulier. Alors, il y a la question, est-ce qu'on peut y revenir? Là aussi, on était attaqués. Par exemple, est-ce qu'on pouvait revenir sur Notre-Dame-des-Landes? La question a été posée, savoir si on pouvait... Bon. Alors, il y a un délai, évidemment, au-delà duquel on ne peut pas. On peut y revenir si le projet est substantiellement modifié au bout d'un certain délai. Et il y a évidemment d'une interpellation possible. Alors, je pense, par exemple, revient en discussion le contournement autoroutier. Cette fois-ci, vous voyez qu'il y a des obsessions de Rouen. Bon, sauf qu'il ne revient pas exactement au même trajet que la fois d'avant. Il y a 40-50 km de plus. Donc, les gens disent, en gros, le débat, c'est pas le même projet. Donc, c'est évidemment... mais il y a toujours la mémoire de ça. Il y a des traces de ça n'est jamais perdu. Oui, il y a... Alors, une question dans le fond, oui. Oui, Olivier Flamand, membre du Conseil de développement. J'ai bien compris que la commission était neutre. Ceci étant, est-ce qu'elle s'interdit d'analyser le résultat d'un débat public, pour faire simple, comme un procès, par exemple? Un bon procès, c'est celui dont les gens partent tous satisfaits du procès, du résultat. Est-ce que vous donnez les moyens d'analyser qu'un débat public a modifié l'opinion? Est-ce que vous avez des gens, au niveau national bien sûr, qui vont venir analyser chaque débat public pour voir dans quelle mesure les gens ont été transformés et les forces en présence ont été transformées par le débat public? Alors là, vous touchez un point faible. Hein. C'est vrai que ça s'est fait de façon pas du tout systématique. Ça s'est fait. Il y a une évaluation qui a été organisée par certaines CPDP. Si vous voulez, la faiblesse de la CNDP, c'est précisément la fuite dans les CPDP. C'est que il y a un manque d'homogénéisation, pas d'homogénéisation, mais d'homogénéité dans un certain nombre de pratiques centrales dans les CPDP. L'évaluation en fait partie. Donc ça s'est fait sur un certain nombre de débats, pas sur d'autres. Donc un de nos objectifs, c'est véritablement de systématiser complètement l'évaluation. En général, ça s'est fait quand il y a eu de l'innovation procédurale ou quand il y a eu de l'innovation sur le site internet, etc. Donc là, il y a une évaluation spécifique qui a été faite. Et puis ensuite, sur
à l'occasion de certaines publications, par exemple sur les 10 ans de débat public, on a repassé sur un certain nombre de projets pour voir comment les choses avaient évolué, comment les 10 ans après, un certain nombre de projets avaient abouti ou pas, qu'est-ce qui avait été transformé. Mais très clairement, là c'est une faiblesse et il faut absolument le faire. Enfin en tout cas, que ce soit nous ou pas nous, il faut absolument le faire. C'est indispensable. Merci. Encore une question, oui. Bonsoir. Bruno Lefebvre, anthropologue, professeur de sociologie. Vous citiez Bruno Latour et Michel Callon. Ce sont des gens que je connais très bien. Et vous parliez d'enfouissement des chaînes nucléaires. C'est un dossier qui date de la fin des années 90 et qui avait suscité pas mal de mouvements sociaux non maîtrisés, non organisés. Je voudrais savoir, depuis votre existence, sur quel dossier on vous a interpellé et comment rétrospectivement vous faites appel à ces constats sociologiques, par exemple. Deuxième question, mais c'est pas votre mission. En cas de catastrophe, chaque groupe de population s'est bien rendu compte que avec Tchernobyl, n'importe qui avait un compteur Geiger ou Geiger mesurait 10 fois plus de doses que les chiffres officiels à la télévision, qu'avec l'Erika qui date il y a à peine 12 ans, l'État prenait en compte 12 molécules pour identifier le fioul alors qu'il y en a 2000 et que la plupart des laboratoires en identifiaient 200, mais ce n'était pas accepté par l'État puisqu'on n'avait pas la preuve que les échantillons étaient prélevés sur les plages. Je ne sais pas si vous avez mission d'organiser des débats publics en cas de catastrophe parce que le nucléaire et les marées noires peuvent revenir. Alors sur la première question, il faut savoir que à la naissance de la Commission nationale en 97, oui c'est ça, dès 1997, la coopération entre le monde de la recherche en sciences humaines et sociales et la CNDP a été très forte parce que les premiers présidents, ils avaient tout à fait conscience qu'ils expérimentaient quelque chose qui était loin d'avoir acquis une légitimité et en tout cas dont la survie n'était pas du tout acquise dans le système politico-administratif français. Et donc, ils ont eu à cœur de mettre en place des outils de réflexivité sur leurs propres pratiques. Et donc, on a quand même la chance en France d'avoir une mobilisation de la recherche autour de ces questions-là. Donc le nucléaire n'est pas du tout le seul domaine sur lequel on s'est fait interpeller, de façon beaucoup plus pointue, à la fois sur les outils, sur les publics, sur le débat en amont, sur les nanotechnologies. Alors nanotechnologie, bien sûr, ça a été très, très sollicité, mais pas que ça. Des spécialistes, des chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'eau, qui travaillent dans le domaine des déchets, etc., qui nous ont fait beaucoup de retours et beaucoup d'études. La CNDP a financé énormément d'études d'études de cas des différents débats. Alors nous, on en a organisé 70, je vais dire, à peu près sur les 70, on va dire qu'entre financement CNDP et financement ministère de l'Environnement à travers ces différents programmes de recherche, a dû en étudier de façon très approfondie au moins une vingtaine. Donc c'est important en termes de retour d'études et des publications scientifiques tout à fait importantes. Donc oui, et dans le cadre de notre nouveau mandat, nos relations avec le monde de la recherche fait qu'on a effectivement des interpellations, enfin en tout cas un travail de construction très approfondi, pas seulement sur les questions méthodologiques, mais aussi sur les objets. Et là, il y a un travail qui est en train d'être fait sur les éoliennes notamment. Tout ce qui touche à l'énergie intéresse énormément. C'est sûr que ce qui intéresse tout ce qui touche autour de l'énergie intéresse plus que les terminaux méthaniers ou le réservoir de Charlas, quoi. Mais encore, il y a une étude sur le réservoir de Charlas. Donc, voilà, ouais. Donc il y a quand même une très grosse communauté qui travaille autour de ces questions-là. Sur la deuxième, c'était sur les. Non, on n'a pas du tout de pouvoir d'autosaisine, et même si c'est un sujet sur lequel on travaille et qu'on a bien envie d'ailleurs d'élaborer un petit peu dans cette future loi sur la participation qu'on appelle de nos voeux et qu'on voudrait construire, ou ces lois, on ne sait pas encore comment ça se présentera, ou ces textes en tout cas sous d'autres formes. En tout cas, la question de l'autosaisine là-dessus et sur les sujets que vous évoquez, on l'a très très clairement en tête. Alors j'ajoute que ceci dit,
dans les débats publics, on avait déjà vu ça sur l'aéroport, 3e aéroport parisien, qui n'est pas un débat CNDP, mais qui est un débat latéralement CNDP. Il y a, et pas seulement sur celui-là, mais sur tous les débats aéroportuaires, mais même sur des débats type usine de valorisation énergétique, il y a l'ouverture dans le cadre du débat public à des expertises de ce type-là. Et quand je parlais d'expertise profane tout à l'heure, c'est exactement à ça que je faisais allusion, c'est-à-dire notamment un accueil dans le cadre du débat public d'organisations ou d'associations qui effectuent éventuellement des mesures. On l'a vu notamment dans le cas où les indicateurs ne font pas forcément l'objet d'un consensus, comme par exemple les indicateurs de bruit. Il n'y a rien de moins socialement construit qu'un indicateur de bruit ou un indicateur d'odeur. Donc, il y a les différents débats que j'ai suivis un petit peu de près pour les avoir analysés, dans lesquels il y a une vraie place qui a été faite. Alors, on ne parlait pas là des mesures de pollution comme dans le cadre de l'ERICA, mais en tout cas, on pourrait tout à fait imaginer, alors pas dans le cadre d'une catastrophe, mais bon, dans le cadre d'un projet particulier, qu'on accueille au même titre que certains types d'expertise, des relevés qui ont été faits, des relevés de bruit, d'odeur, etc., qui ont été faits par des associations, et que ça participe à la reconstruction, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, ça participe à la reconstruction des indices et des indicateurs avec les scientifiques. Donc tout ça, ça se fait évidemment sur le temps long. Enfin, évidemment, quand on est passionné par un sujet, on a tendance à croire que tout va être expliqué, tout va être transformé par ce sujet. En ce qui concerne le débat public, c'est vrai que cet exercice a des limites. Voilà, donc il faut à la fois élargir son objet quand c'est nécessaire et pas lui faire dire plus de choses. En particulier, il y a une tendance, évidemment, quand on a un problème, on ne fait plus de commissions, je ne sais pas qui disait qu'on fait des commissions à un problème, on fait des autorités indépendantes. Alors quand même, nous, on est une autorité indépendante, c'est qu'on est nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres, mais on est inamovible, c'est-à-dire qu'on a de compte à rendre à personne. Je crois qu'on ne l'a pas assez dit. C'est très important. La séparation de celui qui organise le débat avec le maître d'ouvrage est une question absolument fondamentale. Alors là, pour le coup, je ne saurais que trop vous recommander de mettre en œuvre ce principe de cette séparation. C'est-à-dire que si c'est celui qui fait le projet, qui organise la discussion, il y a évidemment un problème. Et il y a une suspicion qui vient de la part du citoyen. Moi, je me permets d'insister beaucoup. Un des problèmes de la loi auquel vous faites allusion tout à l'heure, la loi sur le Grand Paris, c'est que, en gros, les députés veulent faire une commission métropolitaine du débat public. C'est-à-dire le même qui fait les projets fait le débat. Donc là, la séparation est absolument impérative. Enfin, ça, c'est un principe, à mon avis, fondamental dans le cadre de cet exercice-là. Donc, autorité administrative indépendante, il y a quand même une espèce de confusion sur le statut de cet objet juridique non identifié. Et on a aussi à faire en sorte que les choses soient plus liées du point de vue de l'activité des autorités administratives. On évoquait tout à l'heure l'accès aux données. C'est clair que si la commission du débat public ne travaille pas avec la CNIL, il y aura un souci. Si la commission du débat public, la CNIL, ne travaille pas avec le comité national d'éthique, qui réfléchit un peu en amont sur des grands sujets de société, on va avoir une difficulté. Donc il faut aussi qu'on sorte, nous, de nos outils particuliers, qu'on ne soit pas monomaniaque de ces outils et qu'on les mette en batterie de façon à ce que chaque objet puisse être traité spécifiquement avec les outils qui correspondent. Excusez-moi, juste sur l'expertise citoyenne, vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai en tête l'affaire du fioul numéro 2. Je crois que c'est à ça que vous faites allusion. Est-ce que c'était le fioul qui était dans les cuves? Est-ce qu'il était... de ce point de vue-là, l'expertise du pêcheur, du citoyen, du type qui ramasse des boulettes sur les plages, etc., est absolument fondamentale. Et la montée en capacité d'expertise est un des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Vous comprenez bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Vous avez un maître d'ouvrage qui travaille depuis 10 ans, 15 ans sur un projet, puis vous avez l'association qui a à sa disposition l'expertise citoyenne, mais qui ne dispose pas des éléments, ne serait-ce que du temps. Et les 4 misérables mois dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même insuffisant. C'est la nécessité sur le temps long, dans le cadre de votre propre réflexion, de trouver les moyens par lesquels cette expertise s'organise dans la durée est une question absolument fondamentale, y compris parce qu'il y a des gens qui changent d'avis dans le débat. Et c'est le point faible de notre affaire. On est très statique. On est incapable d'évaluer, ou très peu capable, sauf à tel ou tel moment, d'évaluer ce qui a bougé, comment on a produit du compromis, ou comment on a produit du consensus, ou comment des gens qui pensaient
qu'ils étaient exagérément perdants, se sont dit finalement on va y retrouver notre compte. On va y retrouver notre compte pas seulement parce qu'on est mais parce qu'on a pu dealer ou négocier quelque chose d'autre, de la compensation. Donc évidemment c'est un élément qui n'élimine pas le conflit, parce que le conflit est nécessaire au débat démocratique et à l'évolution de la société, évidemment, la contradiction, mais qui évidemment empêche que la conflictualité dégénère de façon extrêmement agressive et que les gens considèrent comme quelque chose de définitif le fait qu'ils ne sont jamais entendus. Parce qu'à partir du moment où ils considèrent comme définitif qu'ils ne sont jamais entendus, évidemment on a les phénomènes politiques, alors là, strictement politiques, qu'on connaît d'abstention, de désertification de la participation démocratique. Gabriel. Oui, je voudrais revenir sur la question des coûts qu'on a évoquée tout à l'heure, parce que je crois que c'est quand même une question qui va se poser. Je voudrais savoir si vous avez une réflexion pour les diminuer un peu, ces coûts, parce que aujourd'hui, en même temps que les citoyens ont une demande d'intervention, ils analysent très très bien les coûts, et ils sont très très sensibles à ça. Enfin, c'est anecdotique, mais il y a un phénomène quand même intéressant localement, enfin qui se passe partout. Quand les journalistes, jusqu'à il y a quelques années, quand ils allaient aux vœux au Nouvel An, ils se contentaient d'aller boire un coup. Maintenant, il faut un article pour calculer les coûts. Et on voit apparaître de plus en plus chaque année combien les vœux de chaque commune ont coûté. C'est devenu extrêmement précis. Et en plus, maintenant, on a parlé d'open data, etc. L'analyse des coûts peut se faire très très bien. Donc, pour un conseil de développement, proposer un débat idéal, mais qui serait un débat sans limite de dépenses, peut poser problème. Quelle réflexion vous avez sur la diminution des coûts? Et est-ce que ces fameux outils numériques dont on commence à parler et auxquels on pourrait s'intéresser, est-ce que c'est quelque part là un moyen, en tout cas, de les diminuer? Je sais pas. Alors là, je suis très... voilà, bon. Premier point, à la CNDP, effectivement, il y a une réflexion, mais qui nous amène en fait à, ça vous aidera pas beaucoup ça, mais parce que nous, on a une capacité d'économie qui est tout à fait liée à l'organisation actuelle, hein, c'est-à-dire en fait à la fuite dans les CPDP d'un certain nombre de coûts que nous, en fait, on va recentraliser, donc qui vont permettre de faire des économies substantielles. Bon, aussi parce qu'on on est en train de réfléchir à l'évolution des modes de financement et en particulier à non pas à ce que le maître d'ouvrage finance systématiquement chaque débat public, mais est-ce que on rassemble ces financements dans un fonds de concours et que ce soit la CNDP qui du coup soit en particulier soit organisatrice, enfin en tout cas finance par des systèmes d'appel d'offres de marché, etc. directement les débats publics, ce qui nous fera des économies d'échelle très très importantes, hein, en particulier en pouvant nous faire les contrats de travail des secrétaires généraux, en centralisant une partie de la communication, etc. Donc ça pour nous c'est une source d'économie extrêmement importante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement si systématiquement on fait de l'investissement dans des débats ad hoc et qu'il n'y a pas de capitalisation à un niveau de l'agglo, de la métro, peu importe quelle soit l'échelle du territoire concerné, on a tout intérêt à capitaliser ça de façon à pouvoir le mettre à disposition de façon régulière. Et à chaque fois quand on fait des évaluations de coûts, on le fait sur du one-shot. Évidemment, le one-shot, il est totalement prohibitif parce qu'on a des coûts systématiquement liés au... Voilà, il n'y a pas d'économie d'échelle. Donc c'est pour ça aussi que non seulement en termes d'efficacité, mais aussi en termes de coûts, la mise en place de structures pérennes est par définition plus économe que systématiquement la redite ou la redécouverte d'un certain nombre d'une concertation à chaque fois. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, sur le numérique, warning, on peut faire certains types de coûts, mais il y a surtout certains types d'économies, mais sans doute pas les diviser par 3. Faut pas non plus, faut pas rêver. Pourquoi? Parce que pour faire fonctionner très bien un site internet, faire de la modération, etc., c'est du coût de personnel. Alors on va faire des économies sur du coût de papier, par exemple, systématiquement en disant, en particulier dans les agglomérations, on sait que dans les agglomérations, faire du boitage, du tractage, ça finit par terre dans la rue, et c'est pas du tout efficace. Mais c'est pas tout à fait vrai si vous faites un débat totalement dans une zone totalement rurale où là vous avez plus d'immeubles et vous avez effectivement des gens avec des maisons où vous pouvez boiter. Là c'est un véritable impact important en termes de diffusion. Donc dans les communes, dans des endroits plutôt urbains, c'est vrai que le numérique permet de faire un certain nombre d'économies substantielles, en particulier en mettant à disposition, mais à condition, en mettant à disposition des gens de la documentation numérique au lieu de mettre à disposition de la documentation papier. Ce sont des coûts colossaux, hein, les coûts d'impression papier. C'est une catastrophe. Hein. C'est énorme hein, au niveau du débat. Ça peut atteindre 200 000 €. Enfin, c'est colossal. Hein. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques là qu'on peut quand même mettre en place, en particulier dans les zones urbaines. Il faut travailler son réseau, enfin travailler le réseau dans le sens des réseaux sociaux dans la mesure où c'est
par l'organisation et le maillage réseautique qu'on peut avoir, et ça encore ça se fait sur le temps long, ça se fait pas du jour au lendemain, qu'on peut arriver à toucher les gens via le numérique, ça c'est certain. Est-ce qu'on fera des coups de réunion publique? Je dis warning, il faut pas systématiquement se dire qu'on virtualise tout. Il y a des vrais effets de contrainte qui sont liés à l'utilisation du numérique. On peut pas tout faire. Par exemple, là, vous voyez, à Bure, on peut pas tenir nos réunions publiques pour les raisons que vous savez, et on passe en ligne les débats contradictoires. Les contraintes des débats contradictoires en ligne, elles sont pas nulles, hein. On peut pas mettre 10 personnes, alors qu'en réunion publique, on peut avoir un panel avec 10 personnes qui parlent. Là, on peut pas, parce que ça fonctionne pas sur l'écran. On est avec des publics, on peut avoir que 5 personnes. Bon, l'interactivité s'organise différemment. Donc, voilà, on peut faire des coups substantiels à condition, enfin, en tout cas sur les impressions papier, à condition d'être bien au niveau en termes de réseau pour toucher les gens. Générique ou papier. Voilà là où on peut faire les économies en mutualisant, et l'intérêt de votre approche, c'est que vous devez pouvoir stabiliser ça. Ouais. Vous devez pouvoir faire des économies d'échelle sur le temps long. Ok, est-ce qu'il y a... Y a-t-il encore des intervenants, des questionnements? Non? Eh bien, écoutez, on va mettre fin à notre séance. Merci beaucoup. Je voudrais que vous applaudissiez Madame Monnoyer et Monsieur Archimbaud, parce que ils ont été très clairs dans leur contribution et dans leur réponse. Merci encore à eux d'avoir accepté notre invitation.